Merci pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler d'apprentissage statistique pour les études d'association et d'interaction. Alors par apprentissage statistique, j'entends une branche de l'intelligence artificielle. Quand j'ai commencé en tant qu'étudiant, l'intelligence artificielle s'était compris dans un sens beaucoup plus restreint que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, apprentissage statistique ou machine learning pour des données ohmiques. Et donc, c'est le résultat d'une thèse CIFRE avec l'étudiant qui était Florent Guinaud et une co-encadrante qui était Marie Zafransky. Et l'entreprise, c'est Bioptimize. Voilà, donc, le but du jeu, c'est qu'on se fixe souvent, c'est expliquer un phénotype. Alors, dans notre cas, l'explication, c'est pas de la prédiction. C'est plus essayer de comprendre les liens entre les facteurs explicatifs, les prédicteurs, et le phénotype qui peut être un caractère morphologique, psychologique, une maladie. Et on sait que tout n'est pas génétique, tout n'est pas acquis. Donc c'est souvent un mélange des deux. Donc un exemple tristement connu sur Évry, c'est la mucoviscidose, où la protéine CFTR est quasiment l'unique responsable de la maladie. Et un exemple plus léger, c'est le flamant rose qui doit sa couleur à sa nourriture, donc des crevettes roses, et si on lui change de nourriture, il perd sa couleur. Donc le phénotype couleur est complètement dépendant de l'environnement. Donc ce à quoi on s'intéresse en général, c'est un modèle un tout petit peu plus complexe qui prend en compte génotype et environnement avec des interactions entre les deux. Alors, donc, je vais présenter deux travaux. J'ai enlevé toute la partie, enfin, principalement la partie statistique, mais donc une approche concernant simplement les études d'association, donc un traitement du génotype, et puis une approche de recherche d'interaction entre gènes et environnement au sens métagénomique. Alors, quand on parle d'études d'association, en génétique, il y a deux grands types d'études. Il y a les études familiales, donc, où on s'intéresse à la transmission de la maladie, et puis les études d'association, où on s'intéresse à trouver des gènes associés à une maladie, donc ce qui est un peu moins riche, mais qui est beaucoup plus à la mode et beaucoup plus facile à obtenir. Donc dans ce cas-là, en fait, la source principale de données génétiques, ce sont des SNPs, c'est-à-dire des marqueurs génétiques qui sont positionnés à des locus bien précis. Donc c'est 90% de la variation génétique humaine. Il y a à peu près 5 millions de SNP connus. Et ça permet de caractériser de manière très précise le profil génétique d'un être humain. Et donc on compare des cas avec des contrôles pour voir en quoi les cas et les contrôles diffèrent. Et donc, typiquement, pour chaque locus, on a deux variantes. Pour chaque locus, donc on a hérité d'un chromosome de notre mère et de notre père, et donc on va regarder sur un locus quelle est la lettre la plus fréquente, donc ce qu'on appelle l'allèle majeur dans la population, la lettre la moins fréquente, l'allèle mineur, et puis donc il se peut que j'ai en position du chromosome 6 de 2400 deux fois l'allèle mineur transmise ou deux fois l'allèle majeur. Voilà, et ça fait 4 cas possibles qu'on va coder. Alors il y a plusieurs codages possibles, donc suivant qu'on ait deux fois l'allèle majeur, l'allèle mineur et l'allèle majeur, ou deux fois l'allèle mineur. Donc par le codage, on peut transmettre l'information, enfin on peut essayer de privilégier une transmission de la maladie, dominant, récessif, ou
ou additif. Donc le codage qui est privilégié en général, parce qu'il est un peu passe-partout, un peu tout-terrain, c'est le codage additif. Alors ça fait des hypothèses, mais en fait, en général, on arrive à voir quand même pas mal de choses. Et ce qu'on fait, c'est que, alors contrairement à ce qui se fait en machine learning en routine, donc c'est des statistiques plus classiques, on fait des analyses univariées, et donc en chaque position du génome, on va tester si, oui ou non, donc ici c'est nos 22 autosomes, et je ne sais plus combien de centaines de milliers de positions, et donc si telle position du génome est associée ou pas, donc quand on dépasse cette barre, on a une association significative d'un marqueur avec le phénotype considéré. Alors, nous, on a ce type de tableau, donc des SNP. Donc chaque ligne, c'est un individu, un cas ou un contrôle. Et chaque colonne, c'est une position sur le génome. Et puis en plus, on a une information intéressante, donc c'est la métagénomique, c'est-à-dire c'est le génome d'un milieu riche en vie, pardon, pas en vin. Oui, un lapsus. Donc là, bon, alors souvent c'est de l'intestin, enfin des selles, qui peut être. Bon, bref. Et donc on a des espèces. Alors il y a plusieurs techniques de production de ce type de données. Donc les plus simples vont aller chercher un code génétique qui est lié de manière assez unique à une espèce, et on va compter le nombre de présences de l'espèce 1 chez l'individu 1, l'espèce 2 chez l'individu 1, etc. Et ça nous fait un tableau de comptage. Donc on doit normaliser, etc. Mais ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une information sur l'environnement, en fait, parce que la population bactérienne de l'intestin est influencée par ce qu'on mange, et pas simplement notre génétique, par notre vie, par ce à quoi on est exposé. Voilà. Et donc, dans un cadre classique, on peut utiliser un modèle linéaire et puis mettre ce qu'on veut ici, donc des effets, par exemple, de population, des effets génétiques, des effets métagénomiques et puis des interactions. Alors, le problème de ce type de modèle, c'est qu'on a beaucoup de variables. Donc typiquement, on a de l'ordre du million à la centaine de milliards de combinaisons possibles sur les données qu'on va considérer. Donc ça fait beaucoup. Et pour trouver quelque chose de significatif, si on fait des statistiques classiques, donc univariées, et qu'on teste chaque combinaison possible, on va avoir besoin de corrections pour la multiplicité des tests d'hypothèses qu'on fait. Donc il y a des corrections classiques, le family wise error rate, donc si on veut contrôler la probabilité de faire au moins une erreur, donc c'est assez sévère. J'ai dû faire une bêtise. D'accord. Ou le false discovery rate pour contrôler le nombre de fausses découvertes. Mais si on a trop de tests à faire, l'un et l'autre vont produire des expériences qui ne mènent à aucune découverte. Donc parce qu'il y a simplement trop de tests quand on croise toutes les possibilités. Donc on risque de manquer des associations, surtout si elles ont des petits effets. Et donc on a essayé, nous, d'améliorer. Je ne touche plus à rien. On a essayé d'améliorer la puissance statistique dans ces études d'association et de recherche d'interaction. Alors, c'est déjà des choses qui sont faites de manière un peu différente, mais non, on a essayé d'utiliser la structure des données pour réduire la dimension du problème, et puis d'utiliser des techniques plus multivariées, donc issues du machine learning, pour traiter ce type de problème. Et donc, l'objectif, c'est de produire des algorithmes qui passent à l'échelle et avoir des sorties interprétables. Alors, donc, la première méthode, c'est une méthode uniquement dédiée aux études d'association pour gagner un peu de puissance dans ce type d'études. Donc, ce qu'on fait, on commence par mettre en évidence des groupes de marqueurs. Ensuite, on essaie d'estimer le nombre optimal de groupes.
pour l'association au phénotype. Et puis, une fois qu'on a ce nombre optimal de groupes, on réduit la dimension du problème et on fait des hypothèses multiples, des tests d'hypothèses multiples, non plus sur les marqueurs isolés, mais sur les groupes. Voilà. Donc, ce qu'on a comme matrice typique, c'est ça. Donc là, j'ai pris un tout petit morceau du chromosome, le début. C'est les 50 premiers SNP du chromosome 6. Et donc, ce qu'on voit, c'est ces structures de blocs. En fait, comme l'information génétique est transmise par gros blocs, on a tous des morceaux relativement communs et ça donne des structures très liées ici. Donc ici, c'est donc par exemple pour la position 30 et 30, ici on a la corrélation. Alors, bon, c'est pas exactement la corrélation, mais c'est ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison. Et donc pour chaque couple de SNP, on a le déséquilibre de liaison, et donc ça fait des structures de corrélation par bloc comme ça qu'on peut observer. Et on se sert de ça pour faire de la classification hiérarchique. Alors pour pouvoir, donc on a jusqu'à 5 millions de SNP. Bon, en général, c'est plutôt de l'ordre du million. Pour simplifier le problème de classification, donc, on considère qu'au-delà d'une certaine distance, il n'y a plus de déséquilibre de liaison. Et on obtient donc une classification. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme de classification dédié à ce type de distance en utilisant une reformulation de la classification hiérarchique avec des méthodes de noyau. Donc c'est assez basique, et puis des contraintes de voisinage. Du coup, ça marche très vite. On est capable de traiter un génome en moins d'une minute pour avoir une classification hiérarchique sur le million de SNP. Donc sur ma machine, ça tourne de l'ordre de la minute, quoi, pour avoir cette structure-là. Et une fois qu'on a ça, donc le but du jeu, c'est agréger l'information. Donc on a pris une simple somme, enfin une simple moyenne, dans chaque groupe, et trouver le niveau où l'information est la plus pertinente pour l'association au phénotype. Alors une fois qu'on a notre hiérarchie, donc on coupe à tous les niveaux possibles, et pour chaque niveau possible, on essaie de faire une prédiction avec des modèles qui sont utilisés. Donc on prend une régression Ridge, pour ceux qui connaissent. On a pris ça parce que c'est assez utilisé, alors pas sous ce nom-là, mais en génétique pour calculer l'héritabilité. Donc de manière un peu caricaturale, on va trouver la coupe où les groupes expliquent le plus l'héritabilité au sens génétique de notre phénotype. Et une fois, donc on fait ça sur un ensemble d'apprentissage, et une fois qu'on a ça, donc on calcule pour chaque position quelque chose qui est lié à la qualité de la prédiction, donc à l'héritabilité. Donc c'est l'air sur la courbe ROC, et on a une zone enfin un pic qui nous dit où couper. Donc là, on coupera là. Et une fois qu'on coupe, ben on a des groupes et on fait des tests sur chaque groupe. Et du coup, on fait beaucoup moins de tests que si on avait dû faire les tests sur chacun des marqueurs. Et donc, en faisant un contrôle du FDR. Alors, on avait plein de simulations, mais là, je vous donne simplement un petit exemple sur la spondylarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une inflammation de la colonne vertébrale, et puis bon, c'est assez lié à la enfin, c'est proche de la polyarthrite rhumatoïde. Ça peut aussi dégénérer sur des inflammations des articulations. Donc ça a une assez grande prévalence dans la population générale. Et puis il y a le facteur de risque le plus connu, mais c'est pas le seul. Bon, lui, il est très très associé. C'est la variante HLA-B27 d'un gène situé sur le chromosome 6. Et donc on avait, c'est un petit jeu de données, on avait une centaine de milliers de SNP, et puis 408 cas et 358 contrôles. Donc là, ça marchait super bien. Donc ça, c'est les coupures de la classification hiérarchique. Et on voit qu'avec 7500 groupes, approximativement, on arrive à une association maximale. Et après, on va tester chacun des groupes. Alors donc là, on a comparé plusieurs méthodes. Donc je ne vais pas m'étendre. Là-dessus, donc là, ça c'est la méthode la nôtre, puis ça c'est la méthode classique, et puis d'autres méthodes relativement classiques de la littérature qui utilisent aussi ces idées de groupement. Donc on trouve rien de plus, même s'il y a un tout petit peu d'information qui sort sur les côtés ici. Voilà, donc ça c'était pour la première méthode. Donc et pour continuer d'illustrer cette compression d'informations,
Donc on a développé une autre méthode qu'on appelait Sycomore pour Selection of Interaction Effects in Compressed Multipolomic Representation. Alors, donc l'objectif cette fois-ci, c'est plutôt de se focaliser sur les interactions. En fait, c'est de donner des pointeurs sur quelles bactéries et quelles prédispositions génétiques font que tel phénotype va s'exprimer. Donc c'est assez à la mode. Et c'est donc sur pas mal de maladies type inflammatoires, donc maladie de Crohn, donc c'est des choses où il existe déjà des diagnostics uniquement sur la base du métagénome. Et puis effectivement, il y a aussi une composante génétique, donc associer les deux, mais ça ne se fait pas beaucoup. Ça nous paraissait une bonne idée. Donc on fait la même chose, on structure les données par clustering, on calcule des métavariables par cluster pour réduire la dimension du problème, et puis après on trouve des effets simples pour essayer de réduire encore la dimension. Et une fois qu'on a trouvé des effets simples sur chacune des modalités, donc génétique et métagénomique, on va chercher les interactions, toutes les interactions possibles entre ces effets simples. Donc ce qu'on a, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, chaque ligne, c'est un individu, et chaque colonne, c'est une variable. Donc on a le phénotype à expliquer, le million de colonnes liées au SNP, et puis le millier de colonnes liées aux données ou métagénomiques. Et donc pour chaque type de données, on va structurer en faisant, pareil, des classifications type hiérarchique. Donc on a des hiérarchies sur les données génétiques et métagénomiques. Donc celle de la hiérarchie sur la génétique, je vous l'ai expliqué juste avant, et puis la hiérarchie sur la métagénomique. Donc soit on prend la phylogénie de la population, enfin des bactéries qu'on considère, hein, donc ça se fait. Soit on fait simplement une bête classification hiérarchique en utilisant les corrélations, donc en utilisant les données elles-mêmes. Et une fois qu'on a ça, donc en fait on a des techniques de sélection de variables par approche pénalisée. Donc pour ceux qui on fait du groupe lasso avec des pénalités un peu structurées. Et une fois que nos variables compressées sont sélectionnées, on envisage les interactions possibles. Donc voilà, avec un modèle, alors là c'est linéaire, mais sinon linéaire généralisé, classique, où on a les effets simples, et puis qui ont survécu, parce que par construction, on commence par trouver les effets simples, et nos interactions sur, à chaque fois, les métavariables. Alors, donc ce qu'on cherche, en fait, c'est une matrice θ, donc où ici, par exemple, en ligne, on aurait les gènes, et en colonne, on aurait la métagénomique, et puis en grisé, ça serait les endroits où il y a des interactions entre des gènes et des espèces bactériennes, qui favoriseraient l'apparition du phénotype. Voilà, et donc on a fait des comparaisons avec plusieurs autres approches, alors qu'on a à chaque fois adapté, parce qu'en fait, du coup, ce genre d'approche exacte, on ne l'a pas retrouvé. Donc on a pris des approches existantes qu'on a à chaque fois adaptées pour essayer de se comparer à un existant. Et on a donc une application, j'ai pas réussi, alors ça existe, mais c'est pas disponible facilement. Trouver des données sur l'humain, dans ce contexte, c'est très difficile. En fait, souvent, quand les gens font de la métagénomique, ils jettent ils jettent toute la génétique humaine. Et puis les gens qui font de la génétique font pas de métagénomique. Donc, mais les données existent. Sauf que donc il y a déjà des entreprises qui sont intéressées à ça. Et donc, par contre, on a réussi à avoir une expérience sur des plantes. Donc c'est une expérience de l'INRA où c'est Medicago troncatula, donc avec 154 plantes, et les gens sont intéressés à 3 phénotypes, la biomasse totale, le ratio racine-pouce, et puis la caractérisation de l'absorption de l'azote. Donc on a 848 espèces microbiennes différentes dans les racines.
et la génétique, donc, et à chaque fois donc des SNP. Donc cette fois-ci, on avait 5 millions de SNP au départ, qu'on a réduit, après contrôle qualité, à 2 millions de SNP sur ces 154 plantes. Et on a des résultats de ce type-là, alors, où on a sorti que les associations entre des groupes métagénomiques. Alors des fois, ça peut être une seule espèce, où là, on est jusqu'à 39 espèces parmi les 900, et puis une partie d'un chromosome, avec à chaque fois un niveau de confiance, on va dire, en l'association des deux entités. Voilà, donc en gros, bah, c'était un petit aperçu de ce qui est fait au laboratoire. Donc l'idée, c'est d'essayer de développer des méthodes d'apprentissage qui passent au-delà des statistiques univariées pour essayer de voir plus de choses dans les données. Pour utiliser plus efficacement aussi la structure des données, et puis au bout du compte quand même réussir à faire des algorithmes qui passent à l'échelle. Alors bon, dans les perspectives, donc on peut faire des choses, on a déjà commencé non linéaires, parce que pour l'instant on était dans le cadre d'un modèle linéaire basique. Un des problèmes qu'on a, qui n'existe pas vraiment en univarié, ou qui est moins sensible en univarié, c'est la stabilité. Donc dès qu'on rajoute des données, on a tendance à modifier un peu les résultats, donc les conclusions. Donc c'est embêtant. Et puis ce qu'on aimerait beaucoup, c'est tester la dernière approche sur des données humaines. Voilà. Merci.